Merci beaucoup. Et nous avons donc une dernière intervention pour cette première phase. Je vous félicite pour le timing, c'est remarquable. On est tout à fait dans les temps. Et donc, on va parler des ICRF, donc Electronic Case Report Form, cahier d'observation numérique et les données structurées pour la recherche. Et c'est Michael Celli, chirurgien orthopédique à Nice et cofondateur d'EasyMedStat qui nous en parle. Merci beaucoup. Donc je m'appelle Michael Celli, je suis donc chirurgien orthopédiste à Nice et j'ai une drôle de passion, c'est que j'adore depuis très longtemps organiser des bases de données. Donc il faudra que j'en parle un jour à quelqu'un. Mais ça m'a amené à créer une société qui s'appelle EasyMedStat qui édite un logiciel. Ce logiciel permet de construire des bases de données et de les analyser. On va voir ça aujourd'hui. On a un succès qui est assez important. Aujourd'hui, on a plus de 100 clients institutionnels, donc académiques, des hôpitaux, des CHU, des sociétés savantes, mais aussi des fabricants de dispositifs médicaux qui nous utilisent. Et un succès qui, pour moi, me parle encore plus, c'est le nombre de publications peer-reviewed qui nous ont citées, plus de 250 à ce jour. Donc, on va parler aujourd'hui des ICRF qui permettent de faire pas mal de choses. Pas juste collecter des données, mais aussi les structurer, collaborer, questionner les patients, on l'a vu un peu avec les proms, nettoyer ces données, faire de l'analyse statistique, protéger ces patients, entraîner des modèles de machine learning. Vous voyez que tout ceci est très timé et qu'on va aller très vite. Donc pourquoi structurer ces données? D'abord, qu'est-ce qu'un ICRF? Donc c'est un cahier d'observation électronique. On parle parfois également de IPRO, c'est le pendant patient de l'ICRF, c'est le patient qui répond directement à des questionnaires. Et quand on a un ICRF et un IPRO, l'association des deux s'appelle un EDC, un Electronic Data Capture, c'est un logiciel de collecte de données. Alors, structurer ces données, ça veut dire quoi? Ça veut dire passer de ce que moi j'ai connu au tout début, quand je suis arrivé dans mon hôpital, c'est-à-dire des tableaux Excel, à un formulaire qui permet d'avoir des données plus cohérentes. Donc, un champ égale une information. Par exemple, on va prendre la durée du garrot ici. La durée du garrot, elle est en minutes. Et c'est vrai que si jamais j'avais un tableau Excel, je serais tenté parfois de marquer pas de garrot dans mon tableau Excel, au lieu de mettre des chiffres, ce qui fait que quand je veux faire ma moyenne dans mon tableau Excel, ça marche pas. On peut aller un petit peu plus loin, on peut par exemple borner ces valeurs et définir quelle est la valeur minimum et maximum attendue pour cette variable durée de garrot, et même définir le pas, c'est-à-dire quel est l'intervalle minimum entre deux valeurs. Je ne veux pas avoir des 5,3 minutes, je veux avoir que des entiers. Donc on peut aussi définir ce genre de choses. Ça marche également avec des dates. La date de la visite à 3 mois, elle doit au minimum arriver 80 jours après la date de chirurgie. Et ça, c'est des choses que je peux préconfigurer avant de commencer la collecte de mes données, ce qui me permet d'avoir des données qui sont naturellement plus propres lorsque je vais vouloir les exploiter. C'est également de séparer les choses. Donc par exemple, cette patiente a repris son travail à J45, c'est super, donc je vais marquer qu'elle a repris à temps complet, mais ce qui m'intéresse, c'est aussi de mettre un petit commentaire à côté, et dire que pour pouvoir reprendre son travail, elle a dû être accompagnée en voiture par un collègue. Et ça, c'est des choses qui seraient entre parenthèses dans mon tableau Excel. Là, je les mets à part. Et pourtant, je garde l'information. Et quand je vais faire mes stats, je vais juste avoir le pourcentage de patients qui ont repris à temps complet. C'est très bien. Donc j'ai les deux, et les deux du meilleur monde. Autre chose importante, séparer les données qui sont inconnues des données indisponibles. Si j'ai une case vide dans mon tableau Excel, je ne sais pas si cette donnée n'a pas été collectée, oubliée, ou si elle n'est pas disponible. Et en fait, je peux cocher indisponible quand la donnée n'est pas disponible. De cette manière, je sais que c'est une donnée que je ne pourrai jamais retrouver. Et enfin, l'affichage dynamique, ça permet d'avoir des formulaires qui sont plus faciles à remplir. Donc si le patient n'est pas fumeur, il n'y a rien. S'il est fumeur, on demande le nombre de cigarettes. Donc vous voyez, on peut avoir des formulaires qui sont adaptatifs comme ça dans le temps. Tout ça, ce sont des avantages d'un ICRF. Voilà, donc ça c'est sur la collecte de données, je pense que vous connaissez bien ça, c'est assez classique. La collaboration c'est extrêmement important. Nous avons une assistante de recherche clinique qui nous permet de collaborer, et dans mon registre par exemple, sur des prothèses d'épaule, notre assistante de recherche clinique, elle a accès qu'à mes patients. C'est pour ça qu'en haut à droite, vous voyez marqué chirurgien et Dr Celli, elle ne peut pas voir tous les patients de tout le centre. Elle peut également voir mes données, elle peut voir les stats en rapport avec mes données, mais elle ne peut pas éditer mes données. Et ça, c'est des choses qui sont importantes. Donc je peux collaborer avec quelqu'un en sachant exactement le niveau de sécurité que je lui attribue et le niveau de permission que je lui attribue sur mes données. Et je peux évidemment les revoquer. Contrairement à un tableau que vous envoyez par email, c'est fini. C'est un définitif. Questionner les patients, on l'a déjà vu bien en détail, mais voilà, on peut envoyer des questionnaires aux patients sur lesquels ils vont répondre soit sur leur téléphone, sur leur tablette, leur ordinateur, ou même à la consultation avec une tablette de consultation. Et le gros avantage, c'est évidemment, on en parle souvent en chirurgie, c'est qu'on peut planifier ces questionnaires, et donc ne plus y penser, on planifie que ces questionnaires vont être envoyés automatiquement à des dates prédéfinies, et après on n'a plus à y penser.
nettoyer les données. Alors ça, c'est un sujet qui m'est très cher parce que c'est super de collecter des données, mais si on veut les analyser, il faut qu'elles soient propres, ces données. C'est pour ça qu'on a développé dans l'outil un data cleaner, un outil qui permet de automatiquement détecter des erreurs potentielles dans les données. Donc des outliers, des dates qui seraient fausses, vous voyez, qui seraient fausses. Par exemple, 7201, c'est probablement pas l'année de cette patiente. Et donc on va pouvoir détecter automatiquement, sans rien programmer ces erreurs-là, et ensuite les corriger avec une assistance humaine. On a également des choses qui sont plus fines, hein, comme par exemple des valeurs qui sont rares. Un exemple, la taille du plot ici, j'ai des valeurs à 30, j'ai des valeurs à 30 mm. Vous voyez que tout ça est un petit peu mal organisé. Bah, je peux fusionner les 30 et 30 mm pour avoir une seule valeur dans ma base de données. L'analyse statistique, ça fait partie intégrante du logiciel et c'est pour nous extrêmement important. C'est pour ça qu'on a développé un logiciel qui permet d'analyser ces données en temps réel. Donc par exemple, si je prends la mobilité préopératoire de mes prothèses d'épaule, je vais cliquer sur l'élévation active et je vais voir la distribution de cette variable. Donc on voit ici la dispersion de cette variable, mais également des graphiques, et je vais pouvoir en fait choisir le graphique qui me plaît, le télécharger. Si je veux savoir si cette variable évolue au cours du temps, bah, je vais simplement rajouter l'élévation post-opératoire, et le logiciel va automatiquement choisir le bon test statistique, et me proposer le test à faire, les graphiques qui vont bien, et également des textes générés automatiquement, que je vais pouvoir utiliser comme inspiration pour mon article scientifique. Donc qu'est-ce qu'il faut écrire dans le résultat, qu'est-ce qu'il faut écrire dans la méthode. Mais je peux aussi voir s'il y a une corrélation entre les deux, entre le pré-op et le post-op, pas trop, d'après ce graphique. Et je peux également savoir s'il y a une différence entre les hommes et les femmes, simplement en ajoutant la variable sexe à mon mix. Et quand je fais ça, bah oui, j'ai un test tout à fait différent qui est proposé, et je vois qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Donc vous voyez, tout ça, ça permet de faire en fait de manière très intuitive des statistiques et d'analyser ces données. On peut également faire d'analyse de survie, des analyses multivariées, des scores de propension, enfin on peut aller très très loin dans l'étude, c'est pour ça qu'on a plus de 250 publications aujourd'hui qui nous citent. Protéger les données, je pense qu'il n'est c'est pas la peine de le rappeler, mais un bon logiciel d'ICRF doit respecter le RGPD, la CNIL, l'IA Act maintenant, être hébergé sur des serveurs HDS, tout ça maintenant fait partie du quotidien et c'est normal. Et on arrive à la partie qui m'intéresse le plus finalement et qui est en rapport avec ce congrès, c'est la precision medicine. Donc c'est le fait de pouvoir faire une médecine adaptative, une médecine personnalisée pour chaque patient. Donc une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a collecté ces données, nettoyé, analysé ces données, bah en fait on peut maintenant développer des algorithmes de machine learning. Donc imaginons que je veuille prédire quels sont les patients qui vont avoir des révisions chirurgicales. Je vais simplement choisir ma variable révision dans ma base de données. Je vais définir un dataset sur lequel je vais entraîner mon modèle. Donc je voudrais utiliser des paramètres préopératoires, des paramètres chirurgicaux, de la pathologie et du patient. Et puis le logiciel va automatiquement entraîner des algorithmes de machine learning et les comparer entre eux. Donc on a la régression logistique, mais ensuite on a les réseaux de neurones, les XR-Tree, les XGBoost, etc. On va les comparer entre eux sur leur performance, mais pas que. On va aussi à deux algorithmes égaux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des algorithmes qui sont explicables. C'est pour ça que je vais pouvoir les comparer sur leur explicabilité. Si j'ai deux algorithmes qui ont les mêmes performances, mais qu'il y en a un qui utilise la couleur des cheveux pour prédire la révision chirurgicale, je sais qu'il sera moins applicable en pratique clinique. Et puis le coût est très important. Le coût économique de ces algorithmes, parce qu'ils utilisent des machines, mais également le coût écologique. Donc tout ça va être comparé et je vais pouvoir faire des algorithmes qui sont responsables. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans le détail, je vais analyser les performances d'un algorithme que j'ai choisi, je vais regarder également quelles variables expliquent cet algorithme-là, et je vois que 86% de la performance de mon modèle est expliquée par seulement 5 variables, donc je vais pouvoir réduire la dimensionnalité de cet algorithme, je vais pouvoir faire quelque chose de plus précis. Les médicaments, quand on les évalue, on évalue des indications et des contre-indications. Sur les algorithmes de machine learning, ça doit être pareil. Il faut savoir dans quel cas mon algorithme marche ou marche pas. Et là, vous voyez que mon accuracy descend à 20% si jamais le follow-up augmente au-dessus de 15 ans. Donc cet algorithme ne marche pas pour les follow-up longs. Et ça, il faut le dire, il faut le savoir. Je vais aussi voir si mon modèle overfit ou pas. Donc est-ce qu'il y a un singe savant ou est-ce qu'il peut s'adapter à des nouvelles données. Et puis, je vais pouvoir faire une prédiction pour un patient. Donc mon prochain patient arrive, je mets ses caractéristiques, je mets predict, et maintenant j'ai une prédiction personnalisée pour ce patient. Et aussi, quels sont les paramètres qui expliquent pour ce patient-là cette prédiction. Comme ça, je peux lui expliquer. Et si jamais je veux savoir si jamais c'est mieux de l'opérer plus tard, je peux simuler, pour ce même patient, l'effet de l'âge sur la prédiction, et donc sur le risque de révision. Et tout ça va être fait automatiquement. Et donc je peux voir qu'effectivement, plus le patient est opéré tard, moins son risque de révision est accru.
comme tout ceci est très compliqué, on a développé une checklist qui permet de vérifier à chaque étape que ce que vous faites répond aux guidelines et à l'état de l'art en termes de data science. Et puis évidemment, à la fin, on va générer une publication que vous pourrez utiliser pour communiquer sur votre travail. Donc, très modestement, nous avons également notre petite académie, car pour nous, la formation des jeunes est extrêmement importante. Donc, tous nos logiciels vont être en auto-formation pour les jeunes qui l'utilisent, et les moins jeunes également, sur notre site academy.easymathstat.com. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci infiniment, belle performance, bravo. Oui, bien sûr, bien sûr. Peut-être une minute. Merci beaucoup pour cette intervention, parce que en fait, l'ICRF, c'est quelque chose qui est très mal connu, en tout cas des chirurgiens. Et alors, on se dit, par exemple, le gros acteur, là, c'est Axonal Biostatem, qui a été racheté par la Poste. Donc on se dit, bon, ça doit être intéressant. Moi, j'ai deux questions. C'est, est-ce que c'est cher? Et deuxièmement, est-ce que c'est fiable? Par rapport aux arcs qu'on connaît finalement. Enfin, si on veut faire de la recherche clinique, c'est ça le sujet. Alors vous allez me dire, c'est oui pour les deux, mais quand même. Bah, est-ce que c'est cher? En tout cas, le prix convient largement à nos clients, et c'est pas cher dans le sens où des données qui sont de mauvaise qualité coûtent très cher ensuite à nettoyer. Donc le fait de collecter des données qui sont propres à la base va vous permettre, c'est comme les fondations d'une maison, si elles sont pas bonnes, votre maison va être moins chère à construire, mais elle va durer moins longtemps, donc c'est un peu la même chose. Et est-ce que c'est fiable? Oui, tout le principe de ce logiciel, c'est vraiment de rendre les choses extrêmement fiables. J'en ai pas parlé, mais il y a toute une partie audit qui est à l'intérieur. Toute action qui est faite, même le simple fait d'ouvrir une fiche d'un patient, c'est tracé dans une base de données. Et on a une traçabilité extrêmement pointue sur les données. Si vous modifiez une donnée, ça va être tracé également dans un audit trail. Donc tout ça permet justement de fiabiliser la donnée. Une question peut-être concernant le prix des algorithmes que tu vas utiliser. Est-ce qu'il y a un choix? C'est cher, pas cher? Comment les comparer? Alors, en fait, en pratique, ce qui va coûter le plus cher pour un algorithme, c'est la quantité de données qui est nécessaire. Si pour prédire une révision chirurgicale, j'ai besoin de collecter 400 données pour un patient, c'est ça qui va me coûter cher. C'est le volume, donc? C'est le volume de données. Et ensuite, il y a des différences, mais qui sont un peu plus mineures dans ce genre d'algorithme, entre des algorithmes qui ont beaucoup de paramètres, qui sont très lourds, et des algorithmes très simples. Si vous faites simplement une régression logistique, par exemple, c'est un algorithme qui est très simple, qui a une dizaine de paramètres ou une quinzaine de paramètres. Ça se fait en quelques microsecondes. Si vous utilisez un réseau de neurones profond, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais la différence est minime. Ce qui va coûter très cher, c'est le nombre de données qui est nécessaire pour entraîner. Alors, ce que tu as décrit dans ton académie, c'est très intéressant parce que tu es branché sur compétences métiers d'avenir pour les futurs orthopédistes, chirurgiens qui voudront utiliser leurs data, faire des études, les publier, etc. Comment donc on a prévu avec le SGPI, le secrétariat général pour l'investissement, qu'il y ait une ligne peut-être budgétaire pour financer compétences métiers d'avenir, un cahier des charges, et qu'on puisse créer cette éducation à l'usage de la science des data. Bah oui, c'est clair que pour nous, ça fait partie vraiment... En fait, vendre le logiciel, c'est que la première étape. Ce qui nous intéresse, c'est que les gens après soient autonomes et l'utilisent en pratique. Donc il faut qu'ils soient formés. Et donc on investit énormément dans la formation également. Donc c'est un sujet qui... Et combien coûte une formation à l'académie? Ces formations sur le site Academy sont gratuites, justement. Ça, pour l'instant, voilà. C'est gratuit. Alors, ça va rester gratuit. Ce qu'on fait payer, c'est des formations du coup en présentiel ou en visio, qui sont des formations personnalisées ensuite. En général, on associe les deux. Ça, c'est une pré-formation. On va avoir vraiment quelque chose à comment utiliser le logiciel. Et ensuite, on va aller dans le détail et prendre des cas particuliers et faire quelque chose de plus didactique en visio. Et ça, c'est payant ensuite. Merci beaucoup, Mickaël.